Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette nouvelle série de conférences intitulées Rendez-vous de crise qui ont été conférences qui ont été lancées il y a 2 ans, évidemment entraînées par la situation économique et sociale, non seulement de l'Europe mais du monde. Nous avons décidé cette année de relancer ces moments de réflexion au cours desquels les sciences sociales telles que nous les pratiquons à l'école des hautes études souhaitent venir en quelque sorte éclairer les problèmes contemporains dans lesquels nous sommes tous pris. Le principe de ces rendez-vous de crise est la confrontation donc entre savants, mais aussi d'insérer dans ces débats, dans ces rendez-vous, des personnalités du monde, eh bien, j'allais dire de l'autre monde, qui n'est pas forcément seulement le monde savant. Bref, une école des hautes études qui souhaite s'ouvrir sur le monde tel qu'il va. Cette année, particulièrement, les rendez-vous de crise, donc, qui sont co-organisés par les cercles de formation et les éditions de l'école des hautes études en sciences sociales, cette année, les rendez-vous de crise prennent une tonalité particulière en fonction du lancement prochain, et d'ailleurs, à vrai dire, déjà réalisé, de la campagne présidentielle française. C'est dans cet esprit donc qu'ils ont été pensés comme la contribution des chercheurs et des enseignants de l'école des hautes études aux débats qui ne manqueront pas d'avoir lieu pendant cette séquence particulière de la vie politique française. Vous avez devant vous les 6 rencontres qui ont été programmées et dont évidemment le détail figure sur le site de l'école des hautes études en sciences sociales. Mais je crois que nombre d'entre vous ont laissé leurs coordonnées et qu'ils seront vraisemblablement informés de la suite détaillée de ces rendez-vous. Mais enfin, les dates sont là, vous pouvez les noter, elles seront bien celles-ci. Voilà, sans plus attendre, je vais céder la parole à mon collègue Pierre-Cyril Aucoeur, qui a la lourde tâche ce soir d'animer les débats. Et il va, sans plus attendre, présenter les intervenants. Je vous souhaite une bonne soirée. Le titre de cette séance, c'est Banqueroute qui doit payer. Alors, banqueroute, peut-être un peu sensationnaliste jusqu'à présent, et on vous le redira, dans la situation actuelle, ce qui se passe sur les dettes publiques est très loin de la banqueroute. Nous sommes dans le pire des cas, dans des réorganisations volontaires et bien organisées. Donc, ce n'est pas la banqueroute qui se définirait plutôt par une cessation de paiement brutale et une restructuration sous la contrainte et dans l'urgence. Alors, contrainte, il y a quand même un peu. Et on voit bien que ce qui se passe sur les marchés financiers n'est pas sans pousser fortement les gouvernements et les banques à cette réorganisation de la dette. Néanmoins, le vocabulaire est important et donc je pense qu'il faut savoir distinguer les différents stades de difficulté de paiement. Cette banqueroute, elle concerne, nous dit-on, les dettes souveraines. Les dettes souveraines européennes. Et ces dettes souveraines sont aujourd'hui dans une situation assez unique par leur niveau, du moins assez unique pour des dettes accumulées en temps de paix. Dans le passé, on a atteint des niveaux beaucoup plus élevés de dette publique, selon le critère standard qui est dans la presse tous les jours du rapport entre la dette et le produit intérieur brut. On a atteint des taux beaucoup plus élevés, je pense à l'Angleterre du lendemain des guerres napoléoniennes ou du lendemain de la Première Guerre mondiale, avec des dettes qui ont été remboursées dans ce qui est le passé maintenant, mais qui était le futur de cette époque-là. Si on considère la dette anglaise de 1815, elle a été quasiment entièrement remboursée dans le siècle qui a suivi. Ça a mis beaucoup de temps, mais ça a été fait. Ça a été fait sans inflation, ça a été fait sans défaut. Et donc, le niveau lui-même n'est pas
quelque chose de radicalement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça a été accumulé en temps de paix et pas en temps de guerre, et que par conséquent, les raisons pour lesquelles ça s'est accumulé sont sans doute différentes, et la manière de résoudre le problème est peut-être affectée par ces raisons d'accumulation. Alors, quand on parle de tirer des exemples historiques, quelques leçons sur la manière de traiter ce problème de dettes excessives, on en vient très fréquemment à invoquer la crise de 29. Et quand on compare de manière plus générale la crise financière qui a commencé depuis 2008 au passé, on le compare très souvent à la crise de 29. Je pense que c'est de manière générale une assez mauvaise comparaison, et c'est sans doute particulièrement une mauvaise comparaison dans le cas qui nous intéresse des dettes souveraines, parce que s'il y a eu des défauts souverains pendant la crise de 29, y compris en Europe, y compris dans une certaine mesure la France et l'Angleterre, dans une mesure sensible l'Allemagne, en particulier sur des dettes vis-à-vis de l'extérieur, on était dans une situation de concurrence, voire d'hostilité entre pays, qui n'est pas celle que rencontrent aujourd'hui les pays européens, malgré quelques petites tendances à la critique du grec ou du portugais par-ci ou par-là. Il me semble donc qu'il vaut mieux, pour réfléchir à cette question, remonter à une histoire plus longue, qui est en particulier celle de la construction des États-nations, celle dans laquelle on a vu des éléments d'un ensemble géographique qui, par la suite, s'est transformé en un État, ou qui était déjà à certains égards un État, mais qui l'est devenu plus par la suite. Ces différents éléments partageaient progressivement une unité politique, la dette jouant un rôle dans cette intégration. Et si on prend simplement l'exemple français, dont va nous parler Marie-Laure Leguet dans un instant, si on suit des étapes d'intégration monétaire et financière, on voit que l'intégration monétaire, comme dans le cas de l'Europe, a précédé assez longuement, d'assez longtemps, l'intégration financière, que l'intégration financière s'est faite après des périodes, et je pense aux travaux récents de Katia Véguin, pendant lesquelles des entités subnationales avaient un pouvoir financier parfois très important, y compris par rapport au roi de France. Et cette intégration ne s'est faite que progressivement. Et je pense qu'une des choses que nous allons écouter chez Marie-Laure Leguet, c'est qu'elle prend la situation au moment où, avec Colbert, cette intégration a franchi une nouvelle étape, avec des apports et puis peut-être aussi des faiblesses dont elle nous parlera sans doute. La Révolution française a été aussi une étape où on a réellement forcé toutes les régions qui avaient maintenu des traditions financières très différentes à rentrer dans une union plus radicale. Alors, est-ce que ce modèle de l'unification, de l'intégration est un modèle pour aujourd'hui, un modèle de fédéralisme fiscal radical? C'est une hypothèse. Et je pense que les participants à cette table ronde vont la discuter. Il me paraît également que ça ne va pas de soi que ce soit la seule hypothèse. Le partage n'est pas nécessairement un partage entre pays, on n'a pas nécessairement une harmonisation entre pays. Il y a d'autres possibilités, et certainement on peut trouver des exemples qui suggèrent d'autres modes de solution que le passage à un niveau d'intégration politique supérieur, même pour une crise qui a des effets qui se déroule au sein d'une unique zone monétaire et qui s'appuie sur une union politique déjà avancée. La question que nous avons choisi de poser dans cette table ronde, ce n'est pas simplement pourquoi y a-t-il des difficultés ou comment les résoudre, mais de manière un petit peu plus précise, qui doit payer? Et cette question qui doit payer, elle est importante parce que aujourd'hui, on a l'impression quelquefois que la question, c'est de savoir si c'est l'Allemagne ou la Grèce ou les Allemands ou les Grecs qui doivent payer, alors même que le problème n'est pas du tout nécessairement un choix entre des pays. Ça peut être un choix entre des groupes sociaux, ça peut être un choix, une manière différente de faire payer.
faire défaut sur la dette, ça veut dire, par exemple, faire payer d'abord les créanciers. Licencier les fonctionnaires, ça veut dire faire payer d'autres catégories sociales en moyenne que les créanciers, mais catégories sociales qui peut-être peuvent invoquer d'autres types de dettes ou d'autres types de créances vis-à-vis de la société, qui doivent peut-être être mis en rapport avec la dette financière, strictement, qui est celle qui nous occupe en premier lieu. Cette question qui doit payer, elle est donc cruciale, et elle peut se décliner de plusieurs manières. On peut se demander, si on cherche à savoir qui sont les responsables de la crise et qui doivent payer parce qu'ils sont responsables, eh bien, qui est à l'origine de cette crise, qui est responsable de cette crise. Mais une autre manière d'aborder la question de qui doit payer, c'est de savoir cette crise, finalement, qui affecte-t-elle? Qui en bénéficie? Qui y perd? Et on peut imaginer que l'objectif de la politique soit de compenser en partie les pertes des perdants et de taxer en partie les gains des bénéficiaires d'une crise. Et donc on aurait une manière de traiter la question qui doit payer qui serait liée à l'impact de la crise et non plus à son origine. On peut aussi se dire que la question importante, c'est de savoir quelle est la répartition des coûts qui va permettre de sortir le mieux possible de la crise. C'est-à-dire comment faire pour relancer l'activité économique, comment faire pour répartir les pertes sans affecter trop l'activité économique et même idéalement en contribuant à la relancer. Et c'est évidemment pas nécessairement la même distribution des coûts que dans les deux cas précédents. Et puis enfin, il y a une question qui est simplement qui risque de payer parce que les forces politiques, les forces sociales sont telles que c'est ceux-là qui, en fait, vont payer. Et c'est évidemment une quatrième répartition qui n'est pas nécessairement la même que précédente, et il y en a peut-être encore d'autres que les intervenants vont éventuellement évoquer. Pour traiter ceci, donc, je vais passer la parole dans l'ordre à Marie-Laure Leguet, qui est professeure à l'Université de Lille 3, qui vient de publier un très beau livre sur la banqueroute de l'État royal aux éditions de l'EHESS, et qui donc va nous expliquer ce qui s'est passé pour que l'État royal arrive à la banqueroute de la Révolution française. Gérard Béhor, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, nous parlera ensuite des origines de l'accumulation de dettes et de la manière dont se sont résolues les grandes accumulations de dettes à travers plusieurs exemples historiques. Et puis, en dernier lieu, Bruno Queuret, qui est... Benoît, excuse-moi, Benoît, qui est directeur adjoint à la Direction générale du Trésor, répondra, nous dira où en est la situation actuelle, peut-être ses origines, peut-être ses solutions, et peut-être si ça lui sert à quelque chose d'écouter des historiens raconter d'autres épisodes.